Bonsoir et bienvenue dans l'émission de cinéma Oblique. Bonsoir Caroline Vignal. Bonsoir. Vous êtes la réalisatrice de Antoinette dans les Cévennes, qui est votre second film, second long métrage. Alors merci d'être venu au micro de Fréquence Protestante. On va parler de votre film Antoinette dans les Cévennes. En deuxième partie, je vous ai proposé, comme je l'ai fait de temps en temps dans cette émission, de nous livrer votre panthéon de films qui ont beaucoup compté pour vous. On parlera aussi de votre premier film, Les Autres Filles. Alors il y a des gens qui s'évertuent à montrer la France des ronds-points. Vous avez décidé de la montrer à dos d'âne. Ah bah il n'y a pas de rond-point dans mon film. Hein. Je sais. C'est d'ailleurs une des choses qui m'a séduite quand je suis allée dans les Cévennes pour la première fois. C'est justement qu'il n'y a pas de rond-point. Il n'y a pas de... En fait, mais vraiment, je me souviens que rien que les routes me plaisaient. C'est-à-dire que les routes, par exemple, il n'y a pratiquement pas de lignes sur les routes. C'est des routes avec pas de lignes, très dangereuses, mais magnifiques. Et il n'y a pas de zone commerciale, il n'y a rien. Il n'y a rien, en fait. C'est une région extrêmement sauvage qui a l'air d'être complètement immuable. Et pourtant, je pense pas être quelqu'un de très nostalgique, mais j'ai quand même, j'ai été très émue par cette région la première fois que j'y suis allée. Il y a une dizaine d'années, c'est ça ? Ouais. Et vous ruminiez ce scénario, pour reprendre un terme animal, depuis longtemps, ou c'est une synthétisation de plein de choses ? D'abord, il faut faire un film, à un moment. Qu'est-ce qui s'est greffé ? Non, je ruminais pas tellement. En fait... je voulais plus réaliser vraiment. Enfin, j'ai vraiment mis de côté la réalisation pendant au moins 10 ans. En fait, bon, je vous passe les détails, mais voilà. Et quand je suis allée dans les Cévennes, j'avais pas du tout. Voilà, j'ai aimé cet endroit. J'ai marché avec un âne qui s'appelait Patrick, ce qui m'a un tout petit peu donné envie de faire quelque chose de ça. Mais comme je voulais pas faire de film, je savais pas trop quoi faire avec. Donc, à l'époque, j'ai entre autres écrit des fictions pour la radio. Et j'étais allée voir la personne pour qui j'écrivais à France Culture. Je lui avais dit, je voudrais faire une série qui s'appellera Tous les ânes s'appellent Patrick, en référence au court-métrage de Godard. Tous les hommes s'appellent Patrick. Voilà. Et tous les hommes ou tous les garçons, je sais plus. Tous les garçons. Tous les garçons. Et en fait, je l'ai jamais écrite parce que finalement, ça n'avait pas de sens de faire de la radio avec cette histoire, parce que... Enfin voilà, les images auraient beaucoup manqué, alors que moi j'adore la radio, hein, mais en l'occurrence ça me paraissait pas juste de faire de la radio. Vous ne croyiez pas à l'époque au potentiel sensuel du braiement d'un âne ? Moi j'adorais écouter des braiements sur France Culture à 23h. Vous trouvez ça sensuel ? En tant qu'homme, oui. Ah oui, eh ben, écoutez, vous êtes le seul, je pense. La plupart des gens trouvent ça très drôle, mais sensuel, c'est la première fois que je l'entends. Mais écoutez... Alors, il faut préciser que le Patrick que va apprendre à connaître et à apprivoiser, si tant est qu'on peut apprivoiser un âne, Laure Calamy, votre comédienne dans votre film, il y a eu 2 ânes, hein, je crois, dans le film, pour des raisons techniques. Celui que vous aviez rencontré, vous, en 2010, qui s'appelait Patrick, il était né quand ? Bah, j'en sais rien. Parce que je me suis demandé si son propriétaire l'avait appelé Patrick en référence à la Bruelle Mania. Ah non, pas du tout. En fait, le type qui nous avait loué cet âne était hollandais. Et il vivait dans les Cévennes depuis une 30aine d'années. C'était incroyable parce que moi, ma famille vient du Midi. Et quand je l'ai vu, il me faisait penser à mon grand-père paternel. Il avait une espèce de vieux pantalon en velours hyper élimé, une chemise à carreaux. Il avait l'air complètement faisant partie de cet endroit. Et il avait une sorte d'accent très bizarre, mélangeant l'accent hollandais et l'accent du Midi. Et donc, c'est lui qui nous avait loué cet âne et nous avait dit qu'il l'avait appelé Patrick parce que il venait d'Irlande et que c'était en référence. C'est pour ça que dans le film aussi, il y a un personnage qui dit c'est irlandais. Parce que voilà, en référence à la Saint-Patrick. Et ce type, en fait, bon, il se trouve que cet âne, s'appelant Patrick, s'est fait une entorse à la fin de notre première journée de marche. Et du coup, on n'a pas pu continuer à marcher avec lui. Mais par contre, ça nous a valu toutes sortes de rencontres. Et le Hollandais qui nous avait loué cet âne est devenu pour nous une sorte de légende parce que tout le monde nous en parlait et tout le monde nous racontait des choses sur lui qui étaient démentes, quoi. Le type, en fait, avait, par exemple, il faisait des omelettes aux champignons hallucinogènes pour les touristes qui venaient chez lui. Dans le monde du cinéma, vous êtes tous les mêmes.
Dès qu'il y a de la Je suis en substance. train de me dire qu'on est sur Radio Protestante. Ah bah écoutez, on sait s'amuser nous aussi. Mais oui. On va écouter une bande-annonce, il y en a deux. On va choisir la version courte de votre film, Caroline Vignal, qui s'appelle Antoinette dans les Cévennes et qui est en salle depuis 10 jours. Ah, la retardataire. Bonsoir. Bonsoir. C'est votre première randonnée? Oui. Et vous êtes toute seule? J'avais rendez-vous avec quelqu'un, mais il n'est pas là. Il est avec sa femme. Ah bah formidable. Arrête. Alors toi, tais-toi s'il te plaît. Vous avez raison. Honte à moi. Ça alors, hein? On n'a qu'à marcher ensemble. Je te demande une chose. Ne viens pas avec nous demain. Alors dans ce film, votre personnage Antoinette espère retrouver un homme, et elle va trouver une sorte de vérité intérieure, de changement de décor, sans galvauder la fin. Je me souviens d'une remarque de Peter Gabriel, le musicien, qui avait parlé d'une chanson où il parlait des rapports amoureux hommes-femmes, et il disait, dans ma chanson, rien n'est vrai, mais tout est réel. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas citer dans la chanson les personnes en question, mais qu'il avait aggloméré tout ça. Vous n'avez pas fait de film pendant 20 ans. Vous avez marché il y a 10 ans avec un âne. Vous êtes une femme. Vous parlez d'une femme. Qu'est-ce qui est de l'ordre de vous dans ce film ? Mais enfin, est-ce qu'on pose des questions comme ça? Écoutez... Oui, il y a des choses qui viennent de moi, mais qui sont assez anciennes, je dois dire, parce que j'ai entre-temps vécu avec quelqu'un pendant 17 ans, donc je ne suis plus cette personne qui enchaîne les histoires foireuses, comme Antoinette. Oui, mais j'ai connu ça très bien. Et je pense comme beaucoup de femmes, voilà. Est-ce que tourner avec un âne, est-ce que ça n'a pas un luxe, paradoxalement, le luxe de l'obligation? C'est-à-dire que de se mettre à son rythme, même s'il y a des dresseurs dans votre film, malgré tout, j'imagine que toute l'équipe qui arrive sur un tournage, à un moment, elle est dépendante, au sens noble du terme, du propre tempo de cet animal. Non, je crois que malheureusement, vous idéalisez un peu, ouais. Parce que non, c'est vraiment une chose qui est, à moins d'avoir énormément de moyens, on est très très tenu par un plan de travail sur un tournage, donc on avait des obligations de tenir un certain tempo pour le coup, et on essayait de faire en sorte que l'âne nous donne ce qu'on avait envie qu'il nous donne dans ce temps-là, quoi. Mais non, on pouvait pas vraiment s'adapter à son rythme. Par contre, ce qui, j'imagine, peut compter, c'est le fait d'avoir toute une équipe de tournage dans un lieu, dans une région, je vais dire quasi close, entourée de montagnes, les Cévennes. J'imagine que c'est pas du tout la même ambiance que quand les acteurs à 20h quittent le tournage et rentrent dans leur appartement. Mais je vais vous décevoir encore, je suis hyper désolée. Mais en l'occurrence, on était... En fait, comme dans les Cévennes, il y a très peu d'infrastructures pour dormir. On était tous dans des villages différents. Et donc, on ne se retrouvait pas tellement le soir. Non, en fait, il n'y avait pas une super ambiance sur ce tournage. non, pardon, je ne devrais pas le dire. Mais voilà, c'était... on ne pouvait pas, en fait, habiter tous au même endroit. Et ce truc de la nuit américaine, où on rêve d'être tous dans un hôtel et de se retrouver le soir et d'aller de chambre en chambre, non, ça n'a pas eu lieu. Allez, on va écouter un premier extrait après la bande-annonce de votre film, Caroline. Ah bon, ce bordel? T'as décidé de me faire chier. Bon, tu restes là si tu veux, moi je m'en vais. D'accord? Allez. Je m'en vais, Patrick. Au revoir, Patrick. « 11h25. Alors là, Patrick, je sais pas si tu te rends compte, mais on va jamais y arriver. On n'a même pas fait 2 kilomètres, là. Hein? Alors on va mettre 20 ans à la faire, cette étape. Tu t'en rends compte de ça ou pas? Tu en as conscience? Ok, t'as gagné. Pause pique-nique. Caroline Vignal, Marcello Mastroianni disait souvent que, contrairement à l'acteur studio et toutes ces fadaises, lui, souvent, pour préparer un rôle, il regardait des documentaires animaliers. Et il essayait de trouver l'animal qui pouvait correspondre à un personnage. Moi, je voudrais savoir, vous, en tant que metteur en scène,
Comment vous avez orchestré les mouvements de vos comédiens ? Comment est-ce que c'était pour vous quelque chose de sportif ? Ou est-ce qu'on est dans la chorégraphie quand on est sur un tournage comme ça ? Lors de l'avant-première à Paris, Laure Calamy a fait remarquer que la plupart des acteurs de votre film sont des acteurs de théâtre. Oui. La plupart. Et que donc, c'était une expérience d'autant plus forte pour eux de se retrouver dans un théâtre à ciel ouvert, avec des perspectives énormes. Comment est-ce que... Alors, je sais par exemple que vous avez opté finalement pour le cinémascope. Oui. Alors que vous vouliez tourner comme du Romer, normalement, c'est ça ? Oui, moi j'aime bien les formats plus carrés. Et oui, on s'est convaincu avec mon chef opérateur de tourner en scope. Je sais pas, j'arrive pas à répondre à la question, je suis désolée. En fait, est-ce que la caméra se met au rythme pas tellement, parce qu'en fait, moi j'avais envie de tourner, de filmer. En fait, j'avais très peur de plusieurs choses. D'une part, de la carte postale, et aussi un peu de l'ennui, parce que filmer la marche, c'est quand même pas très spectaculaire. Il fallait que j'arrive à restituer à la fois ce que c'était que de marcher, ce qui est une expérience très intime, parce que c'est un rapport à la durée, un rapport à l'effort, un rapport à la nature, évidemment, aux éléments. Et j'ai opté pour des plans fixes, des entrées de champ, des sorties de champ, et un peu de panoramique. Et dans 3 scènes du film, des travelling arrière au Steadicam, parce que y a des scènes où les personnages parlent beaucoup tout en marchant, et comme on était sur des terrains très, très accidentés, on ne pouvait pas poser des rails de travelling, donc on a fait ces scènes-là au Steadicam, ce qui était une prouesse technique pour... c'est pas moi qui tenais le stead, évidemment, mais pour les techniciens, c'était assez... j'étais très admirative de ce qu'ils ont fait. C'est un peu comme ça qu'on a travaillé. En fait, c'est plus qu'on installait les cadres en fonction de... Moi, j'avais décidé que ce serait des plans plus ou moins serrés, plus ou moins larges. Et puis après, en fonction du paysage, on voyait... on disait aux acteurs comment se placer, évidemment, dans ce cadre-là. Et j'avais revu Stromboli de Rossellini quand j'étais en train de travailler sur le scénario. Et ça m'a... En fait, ça peut paraître bizarre parce que c'est évidemment pas du tout le même ton que mon film, mais ça m'a énormément servi, en fait, de le revoir. Parce que dans Stromboli, c'est une femme seule, Ingrid Bergman, qui passe un peu son temps à marcher, soit dans le village, soit ensuite, évidemment, quand elle fait l'ascension du volcan. Et voilà, ça, je trouvais, parce que Rossellini a fait ce film avec, je pense, une grande économie de moyens, et il arrive à ce que, en tout cas moi, je ne m'ennuie pas une seconde à regarder Ingrid Bergman entrer et sortir du champ. Voilà, donc c'était un peu ça, disons la direction de mise en scène qui était la mienne pour ce film. Je pense qu'il y avait une sorte de corde raide sur laquelle vous êtes extrêmement bien tenu, c'est aussi la psychologie du personnage de Antoinette. Et on est sur pour certains, c'est une folle dingue prête à tout. Pour d'autres, c'est au contraire quelqu'un qui a potentiellement un potentiel de découverte. Et moi, ce qui m'a frappé quand j'ai vu le film, c'est quand elle sort dans la cour de récréation, elle chante une chanson de Véronique Sanson, et avec ses élèves. Voilà. Et en fait, ça applaudit pas au début. Les gens ont l'air plus gênés, et je pense que c'est presque une métaphore du spectateur dans la salle. On se dit, mais jusqu'où le personnage de Antoinette va pouvoir aller dans sa folie. Oui, c'est ça, bien sûr. Mais je pense que si je voyais une institutrice apprendre à ses élèves cet hymne de l'amour extra-conjugal et le chanter comme si elle était à l'Olympia, je ne sais pas si j'applaudirais tout de suite à la fin de la chanson. Effectivement, elle se conduit. En fait, elle a une espèce de côté... elle y va, quoi. Elle réfléchit pas tellement, elle y va, et puis elle en paye parfois les conséquences, mais c'est aussi ça qui est beau avec ce personnage, c'est qu'elle a pas peur d'une certaine manière. Quand elle part dans les Cévennes, c'est quand même aussi son impulsivité, on peut la voir comme une espèce de folie douce, mais aussi comme un courage finalement, parce qu'elle n'est pas du genre à se laisser... on la laisse pas sur un banc, quoi. Est-ce que c'est une mère potentielle, votre personnage ? Parce que moi, je suis toujours très attentif aux
première séquence du film, et là, elle tourne le dos aux enfants dans sa classe. Les enfants regardent vers le tableau et elle regarde ailleurs parce qu'elle est en train de se changer. Et je me suis demandé si c'était une femme qui ne courait pas après un amour romantique, voilà, et qui en oubliait, j'allais presque dire, la maternité. Ah, c'est marrant, je ne me suis pas du tout posé cette question. Je pense qu'Antoinette peut devenir mère à un moment donné, oui. Je me suis même dit, parce qu'il y a plein de spectateurs qui me disent est-ce qu'il va y avoir Antoinette, comme le titre fait un peu Martine à la plage, est-ce qu'il va y avoir Antoinette sur la Lune, Antoinette au cirque, etc. Et je me suis dit, il y a un titre qui me plairait, c'est Antoinette se marie. Parce que pour le coup, je trouve que ce serait vraiment assez surprenant d'imaginer ce personnage-là dans une vie conjugale et éventuellement familiale. On va écouter un second extrait d'Antoinette. Ah, la retardataire. Mademoiselle a téléphoné hier pour réserver. Bonsoir. Bonsoir. Soit dit en passant, Lan, t'as du bol qui nous en reste. Hein. Oui. Vous marchez avec un âne? Bah oui. Pourquoi? Pas vous? Non. Ah non. Là, c'est en option. C'est pas parce que Stevenson l'a fait qu'on est obligé de faire pareil. Non, merci. On n'est pas les fous. Stevenson, c'était pas pour le plaisir. Hein. À l'époque, ils n'avaient pas encore inventé le sac à dos, la tente pop-up. Ils ne pouvaient pas tout porter. Hein. Oui. On n'avait même pas encore inventé le sac de couchage. Il a dû en faire. Hein. Mais du coup, je suis la seule à marcher avec un âne ici. Oh, mais ça va être super, hein. Caroline Vignal, est-ce que comme moi vous êtes sensible, voire agacée à la multiplication des films sur le monde rural uniquement pour nous montrer le drame qu'ils vivent? Depuis Petit Paysan jusqu'à le film avec Guillaume Canet ou même l'émission de télé-réalité L'amour est dans le pré. C'est ok, on montre les ruraux à condition qu'ils aient des drames. Tandis que là, vous montrez un hédonisme à toutes les étapes que fait Antoinette dans son voyage avec l'âne. On voit des gens plein d'humanité, plein de second degré même. J'ai envie de dire, je suis agacée en général par le fait qu'on ne montre que du drame, en fait, tout court. En fait, pour moi, c'est pas le rôle du cinéma. Enfin, pourquoi pas, hein, je veux dire, c'est pas... Non, enfin, je veux pas juger du tout, mais c'est vrai que j'ai l'impression que c'est plus facile, d'une certaine manière, de montrer du drame, et je suis pas sûre que ce soit... vraiment le rôle de la fiction. En tout cas, c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Moi, je regarde avec beaucoup d'intérêt des documentaires. J'écoute beaucoup à vrai dire, j'écoute surtout beaucoup de documentaires à la radio. Et je sais que c'est pas toujours simple d'être un paysan aujourd'hui. C'est pas toujours simple d'être quoi que ce soit aujourd'hui, en fait, je pense. Mais peut-être encore plus un paysan. Mais voilà, moi, c'est pas du tout ça que j'ai envie de raconter, enfin voilà, mais j'aime plutôt bien Petit Paysan par ailleurs. Comment est-ce qu'il faut comprendre justement quand elle parle de son ex là, Emmanuel, elle parle d'un homme qui n'a jamais voulu se mettre en couple parce qu'il voulait être prêt pour la Révolution. Je crois même qu'on voit un autocollant lutte ouvrière dans votre film, ou une allusion. Comment est-ce que... Mais ça c'est vraiment du vécu, donc je salue Patrice si jamais il m'écoute. Voilà, j'ai eu une histoire avec un militant de lutte ouvrière que je ne peux pas retrouver parce qu'en fait, il était sur liste rouge partout, justement pour la même raison. Mais c'est ça qui est beau à la campagne, c'est qu'on peut encore se cacher. Il est introuvable. Donc voilà, si jamais il veut me faire signe, salut Patrice. Alors le petit extrait de la séquence là qu'on entend, qui est une des premières séquences, ou la première séquence de repas, je crois, dans le film, Laure Calamy a dit que cette séquence, ce moment, est à la fois glaçant et génial. Comment est-ce qu'il faut comprendre ça? C'est-à-dire l'idée aussi d'une... Alors génial, je pense qu'on comprend. Bien sûr. Quelle actrice? Glaçant. Bon d'accord, alors c'est elle, tout le génie est pour elle. Je plaisante, Caroline. Bien sûr. Glaçant, bah oui, en fait, moi, il y a un truc qui m'a beaucoup amusée, c'est que quand j'écrivais le scénario, j'ai eu plusieurs consultants. En fait, j'en ai eu pas mal parce que j'avais eu des aides qui me permettaient d'avoir des consultants. Donc, ils lisaient mon travail aux étapes cruciales. Et en fait, j'ai essayé d'intégrer ce que ces personnes me disaient dans le scénario. Et par exemple, il y a une des personnes qui avait suivi le travail qui, à un moment, m'a dit « Mais pourquoi elle va dans les Cévennes ?
elle est complètement folle. Ah non, elle m'avait dit, elle veut se venger. Et je dis, bah non, quelle idée. Enfin, pour moi, ça ne m'effleure même pas qu'on veuille se venger. Donc voilà. Elle me dit, bah écoute, si elle veut pas se venger, elle est folle. Et en fait, ce genre de vision que pouvaient avoir les consultants que j'avais sur mon personnage, ça m'a beaucoup servi parce que je me suis dit, voilà, il y aura probablement dans la salle des spectatrices qui verront cette femme adultère qui couche avec le père d'une de ses élèves comme une salope, hein, et que du coup, il pouvait être détaché du personnage d'emblée. Et je me suis dit, très bien, il va y avoir un personnage à cette table qui sera très hostile et qui, du coup, sera comme le représentant de ces spectateurs-là. Et à partir du moment où les choses sont dites, je pense qu'on ne peut être qu'en empathie avec Antoinette, même si on a été soi-même trompé, même si, a priori, on déteste les femmes qui ont des histoires d'amour avec des hommes mariés. J'imagine qu'il y a beaucoup de gens, après les avant-premières, qui sont venus aussi vous parler du livre de Robert Stevenson. Pas tellement ? Pas tant que ça, mais non. Rappelons que c'est le journal d'un... Et on apprend dans votre film, enfin en tout cas pour ceux qui l'avaient oublié, que Stevenson, il était venu dans les Cévennes pour une histoire d'amour lui aussi, et pas pour une histoire de retour à la nature. Non, après c'était un tout petit peu mélangé, mais en fait ça il n'en parle pas du tout dans son livre, c'est ses biographes qui l'ont raconté, il est venu vraiment guérir, enfin en tout cas se changer les idées par rapport à une histoire d'amour dont il pensait qu'elle était mal en point, et qui finalement s'est très bien terminée, ce qui est raconté dans le film. Et son ânesse à lui s'appelait Modestine. Ouais. Est-ce que la figure tutélaire de Bresson avec son âne au hasard Balthazar dans le film, où à la fin on dit cet âne est un saint, est-ce que ça fait partie du lexique de tout réalisateur, ou est-ce que vous y avez pensé? Est-ce que vous l'avez revu? Honnêtement, c'est pas du tout un film de chevet, et je me suis forcée à le revoir pendant que je travaillais sur le découpage du film. Mais voilà, je trouve les plans sur l'âne dans le film de Bresson magnifiques, mais le côté très mystique du film, et tout ça me touche moins, disons. Je lisais il n'y a pas très longtemps une phrase d'un sociologue sud-américain qui disait « Vous, les Européens, vous passez tout votre temps à vous excuser ». Et ce qui m'a frappé en voyant Antoinette dans les Cévennes, c'est justement la démarche d'Antoinette, qui vient donc pour essayer de récupérer un homme, et qui tous les soirs dort avec chez des gens qui ne s'excusent pas, qui sont simples, 2 et 2 font 4, une soupe c'est froid ou c'est chaud. Et est-ce que c'est cette simplicité des rapports qu'elle est obligée d'avoir le soir et au petit déjeuner, est-ce que c'était pas aussi un des moteurs du scénario? Une urbaine face à des gens qui se la pètent pas, quoi. En tout cas, une des raisons pour lesquelles j'ai eu envie de faire ce film, c'est que lors des voyages que j'ai faits dans cette région-là, j'ai rencontré des gens absolument magnifiques, quoi. En fait, où souvent, en fait, j'arrivais dans un gîte, je voyais la tronche des gens avec lesquels on allait dîner, je me disais, oh là là, on va pas s'amuser ce soir. Et finalement, c'était des gens qui à chaque fois me surprenaient, qui étaient vraiment des gens magnifiques, quoi. Et souvent, c'est des gens qui ont choisi de s'installer là et qui sont, presque toujours, en fait, parce qu'il y a, comme les gens du coin sont beaucoup partis, c'est presque tous ce qu'on appelle des néo-ruraux, et c'est un choix qui, vu d'ici, peut paraître un peu babacool comme ça, mais qui en fait est un choix vraiment courageux et très, que je trouve très beau, parce que je trouve qu'il y a énormément de gens qui me donnent l'impression de subir leur vie, et en l'occurrence, c'est des gens qui paraissent en tout cas complètement en phase avec leur vie, et très, très droit comme ça. Et j'étais très admirative de ces personnes que j'ai rencontrées. J'ai essayé de restituer un peu ça dans le film, même si c'est des personnages qui apparaissent, qui sont pas là très longtemps. Mais... Et je trouve que la mise en scène, quand on est dans les gîtes, à chaque fois, elle ressemble à la mise en scène de votre premier long métrage qui s'appelle Les Autres Filles. C'est-à-dire pas d'arabesque de caméra si on n'en a pas besoin. Ah non, mais je suis pas très arabesque. Non, j'aime pas beaucoup le formalisme. Et, non, voilà. Je voudrais qu'on parle un peu de la musique. À un moment, moi j'ai vu votre film une seule fois en salle. Et à certains moments du film, je me suis dit, tiens, je suis presque dans un ciné-concert. Ah oui ?
Oui, c'est-à-dire que je sens... bien sûr, il faut mettre une musique dans les films, c'est une convention. Mais à certains moments, évidemment, la beauté des paysages. Mais je serais curieux de savoir comment vous avez travaillé avec votre compositeur, s'il y a eu des allers-retours, si c'est le paysage qui a beaucoup influencé la musique, vice-versa. Ouais, en fait, on avait au montage, on n'avait pas encore de compositeur et on avait mis... des morceaux existants qu'on avait trouvés comme ça. Enfin, il y avait, par exemple, pour le générique de début, on avait un mambo que j'adore. Et après, pour des scènes moins comédie, on avait utilisé la musique d'un film qui s'appelle 3 enterrements, je crois. Le film de Tommy Lee Jones. Voilà, c'est ça. Et qui est une musique absolument géniale. Et on était, avec la monteuse, on trouvait que c'était incroyable, que ça tombait parfaitement, à tel point qu'à un moment où on a envisagé d'acheter les droits de cette musique. Et puis, en fait, ce qui était compliqué, c'est qu'il y avait ces scènes assez... disons plus atmosphériques, plus western comme ça, et puis des scènes qui étaient clairement comédie, donc il fallait qu'il y ait un peu les deux. Et quand j'ai cherché un compositeur, j'ai rencontré Mattei Bratesco, qui est un jeune compositeur. Je lui ai montré cette scène de début avec le mambo, et ça a été vraiment sa direction pour les scènes de comédie. Enfin, je lui ai parlé de comédie des années 70, de musique même de Vladimir Cosma, enfin ce genre de choses. Et en fait, en lui disant, il faut y aller, quoi. J'avais pas envie d'une musique un peu passe-partout, un peu discrète, parce que souvent on dit que la musique, il faut pas qu'on la remarque, il faut que ça soit... Moi, je suis pas d'accord. Je trouve qu'en fait, ça peut être un élément supplémentaire de plaisir et parfois de comédie. Enfin, voilà. Puis moi, j'adore ça. Enfin, j'adore la musique en général, et ça m'amusait en fait de voir ce qu'on pouvait faire avec ça. Donc, la partie comédie, il l'a trouvée hyper vite, et voilà, c'était un vrai bonheur de travailler avec lui là-dessus. La partie plus sérieuse, enfin grave entre guillemets, il a un peu plus tâtonné, et j'étais pas contente, ça n'allait pas et tout. Et un jour, je suis allée chez lui et dans son studio, et il allait prendre sa guitare, et il s'est mis à jouer directement en regardant les images, et je lui ai dit voilà, c'est ça qu'il faut faire en fait. Et il osait pas parce qu'il pensait que c'était trop sa musique à lui, qu'il fallait qu'il s'adapte plus au film, je sais pas quoi. Et voilà, et à partir de là, ça a été vraiment un bonheur. Enfin, mais ce qui était génial, c'est qu'il était très à l'écoute. On pouvait faire plein d'allers-retours sans qu'il le prenne du tout personnellement. Et moi, je suis pas musicienne, malheureusement, j'ai pas le vocabulaire. Enfin, je peux pas. Mais en même temps, j'ai une vraie sensibilité, je pense. Donc voilà, c'était une collaboration vraiment géniale, quoi. Quand Antoinette dit dans le film, la première fois que j'ai embrassé un homme, c'était dans un cimetière. C'est juste une écriture ou c'est un souvenir personnel ? C'est pas du tout un souvenir personnel, et même c'est piqué dans La Garçonnière. Film de William... de Billy Wilder. De Billy Wilder, pardon. Ouais, en fait, c'est une phrase que dit Shirley MacLaine. À un moment, elle raconte à Jack Lemmon qu'elle a vraiment pas de chance en amour, et elle dit ça, elle dit... et j'ai piqué cette phrase. C'est un petit... Justement, transition, quel scénariste êtes-vous ? C'est-à-dire, je mets le réveil à 8h, je travaille jusqu'à 15h, je vais à la gym, et puis je vais voir les amis, je m'occupe de mes enfants. Ou est-ce que vous êtes une collectionneuse, pour reprendre un terme de Romer ? C'est-à-dire ? Une collectionneuse, c'est-à-dire vous avez des petits carnets, vous notez, puis à un moment, ça sort. Ah, peut-être plus ça. Je prends énormément de notes. J'adore en fait la phase où on prend des notes. Là, j'y suis là. Enfin, je commence à travailler sur un nouveau projet, et j'adore ça. C'est vraiment la partie que je préfère. Et le moment où il faut faire le tri dans ces notes est un peu plus pénible. Donc il y a un moment où effectivement je me force à travailler de telle à telle heure, parce que sinon ça ne serait jamais fini, quoi. Parce que vous savez comment ils sont, les journalistes, les critiques, ils cherchent des messages partout, parce que dans le film, elle dit qu'elle a embrassé un homme pour la première fois dans un cimetière, et un peu plus tard, on apprend que la maman de Patrick, Lannes, elle est morte en le mettant au monde. Oui. Et... Ah non, mais je veux dire, la mort. Le cimetière, la mort. Écoutez, tirez sans les conclusions que vous voulez. Non, en fait, Mais des fois, il y a des hasards. Hein. Non, c'est un hasard. Enfin, c'est un hasard. Peut-être que mon inconscient essaye de me dire quelque chose, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'avais juste... ce truc-là que raconte la magnétiseuse, c'est arrivé assez tard. Et je me souviens que le jour où j'ai eu cette idée, j'étais... hyper heureuse, et je me disais c'est génial, parce que c'est enfin cette Anne
devient un personnage avec une histoire. Et j'étais hyper fière de cette idée. Et je me souviens que mes productrices à qui j'avais fait lire la nouvelle version ne s'en ont même pas rendu compte. Donc j'étais hyper déçue. Mais voilà, mais oui, j'avais envie que... Je trouvais que ça le faisait exister, quoi, comme personnage avec un passé. Tout à l'heure, vous parliez d'un titre imaginaire pour votre suite, Antoinette. En fait, le film, il pourrait s'appeler Les Cévennes dans Antoinette. Parce que peu à peu, votre film Antoinette dans les Cévennes, on pourrait presque inverser. C'est les Cévennes qui, peu à peu, prennent possession de votre personnage, puisqu'à la fin, il y reste. Oui, et même à la fin, en fait, le dernier plan, c'est le seul plan qu'on a fait avec une grue. On avait une grue pour faire ce plan, ce qui était la fête. Et généralement, quand on utilise une grue, on fait un mouvement ascendant. Et j'ai décidé de faire un mouvement dans l'autre sens parce que ça nous permettait de faire disparaître les personnages dans le paysage. En fait, ils disparaissent à l'horizon et ça donne la primauté en fait au paysage, quoi. Et voilà, oui, les Cévennes finissent par avaler Antoinette. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a un autre film initiatique qui s'appelle Into the Wild. Oui, j'en ai vaguement entendu parler. De Sean Penn. Et il raconte qu'il a essayé de faire un film dont le tournage, il n'y avait pas de scotch par terre. C'est-à-dire, il n'y a pas de marque au sol. Il voulait que, comme c'est un film sur l'émancipation d'un jeune homme, que l'acteur se sente libre et que la seule fois où il a fait appel à de la grosse machinerie hollywoodienne, c'est pour le dernier plan. Quand la caméra c'est là, il a dit, Sean Penn disait, c'est le seul caprice que j'ai eu comme réalisateur, mais je ne pouvais pas ne pas prendre de la hauteur sur ce qui venait d'arriver. Bah oui, mais vous voyez, moi j'ai fait le contraire. Parce qu'en fait, non mais c'est marrant, je savais pas.